petite pluie qui s'arrête finalement pour laisser place à un magnifique soleil. Et ce magnifique soleil, c'est Lucie, ici présente, qui va nous parler de son expérience qui est particulière chez Ecopreneur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que parfois on peut lancer un projet, il peut foirer. Ça y est, il a tout spoilé là. Je pars. Et puis on peut se relever et faire quelque chose au final qui va aboutir. Je lui laisse la parole. Merci Lucie d'être parmi nous. Merci à toi. Grand plaisir. Je lui laisse la parole et je vous demande de l'applaudir bien fort. Lucie Sonrier, messieurs, dames. Merci pour cet accueil. Merci Benjamin de m'avoir fait sauter avec des talons, c'était super. Et bonjour à tous, si je ne l'avais pas déjà dit. Ah voilà. Alors, à l'image de mon parcours un petit peu atypique, j'ai décidé de vous faire une introduction, elle aussi un petit peu atypique. Donc avant de me présenter, je vais vous raconter le début d'une histoire. Alors il y a quelques mois, j'ai fait un réel sur Instagram où je disais, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Mais ce n'est ni une condition pour se lancer, ni une condition pour réussir son projet entrepreneurial. Chaque histoire, chaque parcours, chaque expérience apporte son propre apprentissage et sa propre valeur ajoutée à son projet. Et puis finalement, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter aujourd'hui, que j'avais omis à ce moment-là. J'ajouterai donc, chaque échec a sa propre valeur ajoutée, son expérience et ses apprentissages à apporter à son projet entrepreneurial. Alors aujourd'hui, je vais vous amener pour un petit retour dans le passé, vers mon échec préféré, et celui qui a été le plus marquant, ça c'est sûr. Et puis on va voir ensemble que quand on se retrouve face à un échec, quand l'échec est vraiment là, qu'il est bien ancré, qu'il a épuisé toutes les motivations, les projections qu'on mettait dans ce projet, on a deux choix. On peut abandonner et se convaincre qu'on n'y arrivera pas et rester du coup dans une situation qui ne nous convient pas forcément, voire pas du tout. Ou alors on peut choisir de rebondir. Et peut-être que oui, vous allez essuyer un nouvel échec, mais peut-être que cette fois, c'est la bonne. Alors, je vais quand même me présenter. Donc moi, c'est Lucie Sonrier, j'ai 28 ans. Je suis retournée vivre dans mon département natal, les Vosges, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai habité en Belgique. Et d'ailleurs, bonjour. Voilà, bonjour. Ça m'a fait plaisir d'entendre l'accent belge. Et j'ai habité un petit peu en Angleterre également. Et il faut que je m'habitue à ce truc-là. Et initialement, je suis photographe. J'ai fait des études de photo et à la fin de mes études, j'ai gagné un prix qui m'a permis de me lancer en tant qu'artiste-auteur. Et j'étais embauchée dans un studio de photo également. J'ai pu exposer dans différentes villes de France. C'était très chouette. Mais j'ai décidé de garder la photo dans mon cœur et de ne plus en faire mon métier finalement, malgré le fait que ça ne fonctionnait pas trop mal. Et j'ai fait un grand virage ou un retour en arrière. Ça dépend comment on voit les choses. Moi, j'aime bien voir les choses en disant que c'est un retour un virage. Je suis retournée faire ce que je faisais pendant mes jobs étudiants, c'est-à-dire serveuse. Donc j'ai bossé en bar, j'ai bossé en brasserie, en restaurant gastronomique. De serveuse, je suis passée à responsable de salle. Et c'est toutes des expériences qui m'ont vraiment apporté et qui prennent tout leur sens aujourd'hui dans l'activité que je fais. Et puis, aujourd'hui, je suis gérante, créatrice de Lulu Bistrot Itinérant depuis début 2023. C'est une entreprise à multifacettes, on va dire. En premier lieu, c'est un bar ambulant qui se rend dans les villages où il n'y a plus rien, plus de commerce et évidemment plus de bistrot, puisqu'il n'y en a presque plus dans les villages. Je vais dans les villages des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, j'installe ma caravane où il y a le bar, ma terrasse, et je vends de la bière artisanale, du vin, des softs, du café, comme un bistrot d'antan. L'idée, c'est vraiment de redynamiser les villages, apporter un espace éphémère de convivialité, d'échange, de solidarité, etc. Et c'est pas fini, hein. Merci. Mais avant ça, il y a eu un autre projet, et donc il faut revenir à la genèse
comment j'en suis arrivée aujourd'hui à faire Lulu Bistro itinérant. Il y a eu un projet qui s'est appelé Banshee. Donc là, on retourne en 2020. Je découvre la formation écopreneur. Je vois la petite pub passer sur Facebook, je fais le masterclass et je me lance dans cette formation. Et ça m'a beaucoup apporté parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Mes parents, qui sont là d'ailleurs, sont eux-mêmes entrepreneurs et ça m'a certainement donné envie de me lancer moi aussi. Mais je sentais que j'avais une vision différente. Mais par contre, je n'avais pas les outils, je n'avais pas la méthode. Et la formation m'a vraiment permis d'accepter cette vision différente, d'accepter qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon d'entreprendre. Et voilà, je me lance dans la formation et en parallèle de ça, et en parallèle de mon emploi à ce moment-là, je décide de créer un tiers-lieu. J'embarque 2 amis avec moi. Et donc, on avait pour projet de mettre nos 3 entreprises. Ma partie, ça devait être un café-bar qui allait lier le reste des activités. Et on s'y met à fond. Vraiment, je passe tout mon temps à fond sur ce projet, à fond sur la formation. Et puis, ça prend quand même plutôt bien. On fait une cagnotte participative qui se remplit, on commence à créer une communauté sur les réseaux autour de ce projet-là. L'idée, c'était aussi d'apporter un espace de convivialité, d'échange de solidarité, comme ce que je fais aujourd'hui, finalement. On a même des accords tacites de financement, la ville où on voulait se lancer qui était derrière nous. Donc, finalement, à ce moment-là, je me dis, on n'a plus qu'à trouver un local et c'est bon, c'est tout facile. Sauf qu'on visite des locaux, et j'insiste sur le des locaux, il y en a eu beaucoup. On visite, les semaines, les mois se transforment en années finalement, et il y a eu un petit running gag qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je voulais me positionner sur un fonds de commerce, qui était à vendre avec une annonce et tout ça, la personne ne voulait plus vendre. Mais c'est pas arrivé qu'une fois ça, vraiment ça voulait pas. Donc là, ça commence à être un petit peu compliqué, la motivation commence à retomber, parce que ça faisait 2 ans et demi finalement qu'on était vraiment à fond, et quand je dis à fond, c'est que je vais passer tout mon temps libre, quitte à sacrifier des moments importants de vie des fois pour être à fond là-dessus. Et là, le grand sauveur arrive, mon patron de l'époque, m'invite au restaurant à midi. Déjà, c'est bizarre. Voilà. J'y vais. Il me dit, Lucie, je crois en ta détermination, je crois en ton projet, mais je pense que vous n'avez peut-être pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de financement, malgré tout ce qu'on avait pu trouver, pour trouver un local qui convient. Donc moi, je veux investir dans ton projet. Sauf que ça, c'est tout ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'associés, je ne voulais pas d'investisseurs. Et on avait vraiment créé le projet pour être toutes les 3, avec mes collaboratrices, indépendantes, pouvoir collaborer en étant chacune dans notre entreprise. Donc finalement, je passe au-dessus de ça parce que je me dis que c'est certainement la dernière chance pour qu'on puisse ouvrir. Et du coup, je lui fais visiter un bâtiment que j'avais visité, qui était magnifique, mais évidemment, je n'avais clairement pas le budget quand je l'avais visité. Et là, le coup de cœur, il décide de l'acheter à son nom propre. Et en fait, quand il m'a proposé cette association, cet investissement, il m'a dit, c'est ton projet, tu en feras ce que tu veux. Moi, je te donne des sous, en gros. Ça paraissait beaucoup trop bon, du coup. Donc finalement, de tu fais ce que tu veux, c'est ton projet, on est passé à, en fait, c'est moi qui vais décider. En plus, j'ai 10 ans de plus que toi, et puis j'ai de l'expérience, et j'ai de l'argent. Donc finalement, j'étais vraiment à 2 doigts de perdre mon projet, mes idées, mes économies, parce qu'il fallait quand même que j'investisse dans ce projet, et puis ma liberté, puisque là, je partais sur quelque chose où moi, je m'étais dit, je vais embaucher quelques personnes pour le bar, et lui, il a dit, on va embaucher 15 personnes, puis tu vas les gérer, ça va être génial. Donc, je décide de me retirer. Et là, la relation avec mon patron devient très compliquée. Donc, j'abandonne le projet, on abandonne le projet, et puis ce boulot, je ne pouvais pas le garder, c'était plus très sain. Donc, je perds mon boulot, je perds mon projet, au bout de 2 ans et demi à peu près, 3 ans. Mais finalement, de tout ça,
même si j'ai dû repartir de zéro, presque. Ça m'a appris quand même pas mal de choses parce que grâce à la formation, grâce à toutes les rencontres que j'ai faites pendant toute la création de ce projet, j'étais quand même allée assez loin. Tout le projet était conceptualisé. J'ai appris pas mal de choses. Des notions en financement, en gestion de projet, évidemment, en comptabilité. Et je me suis fait quelques réflexions aussi. Je me suis dit que parfois, il vaut mieux rester sur ses positions, ses rêves, ses valeurs. Mais lorsqu'on sent que ça bloque, qu'on mouline, qu'on s'épuise, que ça n'avance pas et qu'on tourne vraiment en rond, à ce point qu'on n'a plus envie, il faut quand même accepter de laisser partir ce projet-là et dans tous les cas, ça ouvrira vers autre chose. Et donc c'est là où je venais en venir, c'est que la fin d'un projet, c'est pas la fin de tout, mais le début d'un autre, et que dans tous les cas, tout le chemin parcouru, toutes les connaissances, toutes les rencontres, tous les apprentissages qu'il y aura eu sur le chemin, bah, ça vaut la peine d'être vécu. Et finalement, j'ai assez vite rebondi. En quelques jours, j'ai retrouvé un travail dans un restaurant gastronomique en tant que responsable de salle. Et avec mon conjoint, on décide de chercher une maison. Je vous en parle parce que c'est assez important dans la suite du projet, ce changement de vie, de passer d'une vie en centre-ville à retour dans mes Vosges natales. Et excusez-moi, je me perds un petit peu. Donc à ce moment-là, on décide, donc, comme je vous l'ai dit, de chercher une maison à la campagne, et ça me fait réfléchir encore dans tout ce cheminement. Je me dis, mais en fait, toutes les valeurs que je voulais mettre dans ce projet Banshee, qui devait être un projet urbain, ils prennent encore plus leur sens dans un projet de ruralité. Faire un espace de convivialité, redynamiser, apporter de la solidarité, etc. Ça me semblait finalement plus cohérent en ruralité. Et puis je me suis dit, en fait, le gros souci, c'était le local. Donc si je ne trouve pas de local, je vais le créer. Et si je ne trouve pas l'adresse idéale, pourquoi pas être itinérant. Donc c'est finalement ce que j'ai fait. Et ensuite, ça a été un petit peu le saut dans le vide. Mais il y a quand même des choses qui m'ont aidé à monter ce projet. Déjà, tout le travail en amont, en fait, tout ce qui avait été fait pour ce projet Banshee, même si c'est un projet différent, j'ai l'impression que ça a vraiment accéléré ensuite les choses sur plein de détails. Par exemple, j'avais déjà rencontré les producteurs, j'avais déjà les produits pour ma carte, et c'est les mêmes que j'ai aujourd'hui. Et puis voilà, j'avais appris un petit peu les étapes de création, j'avais fait la formation écopreneur, etc. Donc finalement, le projet Lulu Bistro itinérant s'est monté beaucoup plus rapidement que le projet précédent qui ne s'est pas monté finalement. Donc il y a eu ça qui m'a aidée, et il y a aussi l'échange avec d'autres entrepreneurs un peu partout en France qui avaient des activités similaires. Donc bar ambulant, wine truck, beer truck, coffee truck, il y a tout en truck aujourd'hui. Donc je suis allée les voir sur les réseaux, je leur ai demandé s'ils avaient du temps à m'accorder pour répondre à mes questions. Parce que c'était super difficile de trouver des infos sur comment on fait un bar ambulant en ruralité, ou peu importe, comment on fait pour avoir un commerce ambulant en fait. Et c'est auprès d'eux que j'ai trouvé un maximum d'informations. Et en fait, quand je suis allée leur demander, je me suis dit, à tous les coups, ils ne vont pas me répondre parce qu'ils ont une vie d'entrepreneur, ils sont super occupés et ça va les saouler. Donc finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai plus d'une dizaine d'autres entrepreneurs qui ont accepté de prendre le temps, 1 heure, 2 heures, par téléphone, par email parfois, pour répondre à toutes ces questions-là. Et ça m'a vraiment accéléré le travail énormément. Et c'est grâce à ça, justement, que j'ai trouvé même le fabricant qui, plus tard, allait fabriquer ma caravane. Donc ça, vraiment, ça a été hyper important dans tout ce processus. Et donc, je me retrouve à 25 ans avec un premier prêt immobilier parce qu'on a trouvé la maison dans un village ravi d'accueillir le projet. C'était important. Plus de boulot puisque j'allais me lancer, donc j'ai quitté mon CDI. Plus d'économie parce que j'ai tout mis dans mon projet,
Puis j'avais pas grand-chose de toute façon. Et voilà, une première entreprise en cours de création. Et petite anecdote, 1 an et demi de travaux finalement dans cette maison qui n'était pas prévu. C'est toujours comme ça. Mais bon, on est embarqué dans le truc et avec le recul, c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu inconscient. Les choses se sont faites très vite. Une fois que j'ai eu tous ces déclics, je me suis dit, bah, en fait, la solution, c'est de faire un bistrot d'antan, mais mobile. Ça a été très rapidement, les échanges avec les entrepreneurs. Donc, la caravane est commandée. Mi-février 2023, je vais la chercher dans les Pyrénées. En une semaine, elle est aménagée. Puis on continue dans cette folle course, cette aventure un petit peu inconsciente. Pourquoi pas adopter un 2e chien quelques jours avant l'inauguration? Ça se passe très bien, mais j'ai regretté sur le moment. Donc mon exemple n'est pas forcément à suivre. Hein. Plus d'économie, tous les projets en même temps. Mais ça l'a fait. C'était bien. C'était dur. Mais et finalement, arrive le 11 mars 2023, le grand jour, l'inauguration. Et comme dans tout projet, il y a un pourquoi. Pourquoi on a décidé de faire ça? Et puis, encore plus important, pourquoi on se lève le matin pour faire ça? Et donc, comme vous l'aurez un petit peu compris dans ce que j'ai dit précédemment, le plus important pour moi, c'était de créer du lien entre les habitants et dynamiser la ruralité. Mais il y a aussi cet aspect, créer un espace intergénérationnel au-delà des concepts de classe sociale, politique ou d'origine. Et ça vous paraît peut-être un petit peu utopique, mais c'est réellement ce qui se passe sur la terrasse du bistrot, à chaque service. Partout où je vais, dans tous les villages où je vais, c'est ça qui se passe, cette mixité. Et évidemment, faire passer un bon moment à mes clients, tout en mettant en valeur le savoir-faire et les produits des producteurs, parce que je travaille en direct avec quasiment chacun d'eux. Et de ça découlent des valeurs, et ça, la charte de valeurs, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la formation écopreneur et qui me suit toujours aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait la formation il y a 5 ans, mais cette charte de valeurs, elle est restée toujours la même pour moi. Mais elle me suit toujours et elle me sert vraiment de fil conducteur. Si je m'égare un petit peu, je peux revenir à cette charte de valeurs et ça me rappelle aussi pourquoi je fais ça, vers où je veux aller. Et donc, les valeurs dans ce projet-là sont solidarité, éthique, équilibre, cohérence, passion et découverte. Je ne vais pas toutes vous les détailler, parce que ce serait un petit peu long et pénible. Et comme dans tout projet, il y a des défis, mais les défis sont faits pour être surmontés. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Il y a eu plusieurs choses pendant la création du bistrot. Le plus difficile, pour moi, ça a été le refus des subventions. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Écopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Parce qu'en fait, je m'étais dit, pour compléter mon budget, un projet en ruralité qui a pour but de dynamiser cette ruralité, très naïvement, je me suis dit, c'est sûr, je vais avoir au moins un petit peu quelque chose. Pas du tout. J'ai tapé à toutes les portes, vraiment. Et à chaque fois, il y avait une petite case qui n'allait pas. Et en fait, j'explique ça maintenant avec le recul, surtout parce que les commerces ambulants, ils sont en fait assez peu représentés. C'est assez étrange parce qu'en fait, le petit camion ambulant qui vend le boucher ambulant, le fromager, etc., c'est quand même assez ancien comme concept. Mais pourtant, on est assez peu représenté dans tout ce genre de choses. Donc finalement, j'ai eu aucune subvention. Et au final, j'ai souligné la sous-représentation des commerces ambulants parce que finalement, dans mon parcours, je me suis rendu compte que c'est en parlant avec d'autres commerces ambulants que j'arrivais à avoir des infos et que sinon, je ne trouvais pas de ressources en fait, par rapport à ça.
Ensuite, il y a eu le manque de trésorerie parce que j'ai dû tout mettre dans ce projet-là et j'ai commencé non pas à 0, mais à moins 200 parce qu'en plus j'ai fait une erreur dans mon plan de départ. Donc c'était plutôt stressant, mais c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. Puis les projets perso, évidemment, la maison, les travaux, tous les trucs qui arrivent dans notre vie perso. Pour tous les entrepreneurs, c'est assez difficile au début à gérer tout ça. Et il y a un dernier point que je voulais souligner, que je n'ai pas vécu énormément, mais que je tenais quand même à souligner parce qu'en échangeant avec d'autres entrepreneurs, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Les croyances limitantes de l'entourage. Il y a des croyances limitantes qu'on a nous, évidemment, mais il y a aussi les croyances limitantes de l'entourage. Et je voulais souligner ce point-là parce que je pense que c'est vraiment important de prendre les remarques qui nous semblent constructives et d'apprendre à fermer ses oreilles, ou en tout cas, pas prendre en compte toutes les remarques qu'on vous dit. Merci. Et donc après 3 ans de roller coaster, ça y est, on arrive au grand jour. Et puis je m'étais dit, on va faire l'inauguration, on va mettre la caravane devant la maison, il y aura les proches, quelques habitants du village, quelques curieux. Puis les premiers mois seront calmes, ça sera crescendo, quoi. Pas du tout. C'est-à-dire que le premier jour, on a bouché la route devant chez moi tellement il y a eu de monde. Donc on a eu plus d'une centaine de personnes, j'étais un peu dépassée, mais c'était chouette. Et ça a continué, ça a été comme ça presque tout le temps après. Et il y a des choses assez marquantes que je me souviens, que j'essaye de me rappeler assez souvent. Par exemple, cette dame à l'inauguration qui est venue, elle me dit « J'ai traversé toutes les Vosges pour venir vous voir ». Elle avait des fleurs. Elle m'a dit « Mais merci, merci de vouloir redynamiser nos villages. On a vraiment besoin d'actions comme vous, comme ce que vous faites. » Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que ça aurait autant de sens et de valeur pour les personnes qui allaient profiter, entre guillemets, de mon offre. Et cette gratitude-là, je la ressens encore quasiment tout le temps, parce qu'en fait, dans les villages où je vais, j'en ai entre 25 et 30, selon les saisons, j'ai des habitués qui sont là depuis le premier jour, qui ne loupent pas un passage, qui sont là vraiment tout le temps. Et ça me rappelle quand même souvent, au quotidien, que ce que je fais, c'est utile et que ça a du sens. Et ça paraît un petit peu, peut-être un peu pompeux, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et puis, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, j'ai fait un constat, donc déjà avant la création, quand j'ai voulu me renseigner, je ne trouvais pas de ressources en fait. Je ne trouvais rien sur les commerces ambulants. Et quand il y a des ressources, elles sont super difficiles à avoir et des fois elles sont datées de 25 ans, donc c'est plus du tout d'actualité. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule en fait, à faire ce constat-là, parce que dès que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, avant même l'ouverture, juste pour commencer à parler du projet, j'avais déjà des gens qui venaient me demander des conseils, parce qu'eux aussi avaient un projet similaire dans d'autres coins de France, et ils venaient me poser des questions. Et je me suis dit, si on vient me poser des questions alors que je n'ai même pas encore commencé, c'est que vraiment il y a quelque chose qui manque quelque part. Et ça a continué toute la première année. J'avais tous les mois des demandes pour des questions sur mon projet, pour leur projet. Et donc j'ai décidé de répondre à ça par 2 biais. La deuxième année, j'ai créé le podcast. Donc c'est le podcast de Lulu. L'idée, c'est de mettre en avant les commerces ambulants qui dynamisent la ruralité. Donc je fais des interviews de ces commerçants dans tous les domaines et on échange un petit peu nos problématiques, notre quotidien, nos réussites, les conseils, etc. Et ensuite, j'ai développé une offre de consulting et d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, en plus des services au bistrot, j'accompagne les créateurs de commerce ambulants à structurer leur projet de l'idée à l'ouverture et essayer de leur apporter la méthode que moi j'ai utilisée, les étapes par lesquelles je suis passée pour créer mon commerce, adaptées évidemment à leurs besoins et à leur commerce. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Lulu Bistrot Itinérant? Donc je me rends dans une trentaine de communes. Cette année, j'en ai 27 à peu près. Cette année, je vais bientôt comptabiliser 400 services dans les villages. Je trouvais que c'était assez énorme quand j'ai fait le bilan. Merci. Et depuis la création de l'offre
d'accompagnement l'année dernière. J'ai accompagné une vingtaine de créateurs de commerce ambulant. J'ai pu... Merci. Et grâce à tout le travail en amont qu'il y a eu, j'ai finalement pu me payer dès le 2e mois d'ouverture et donc régler ce problème de trésorerie. Si vous applaudissez à chaque fois, j'aurais jamais fini par contre. Mais merci. Et finalement, aujourd'hui, je travaille entre 40 et 70 heures par semaine. Mais dès la première année, j'ai pu prendre entre 7 à 9 semaines de congé par an. C'est un point sur lequel j'essaie de travailler pour diminuer mon nombre d'heures, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on va rentrer un peu plus en détail sur le développement d'une activité à l'échelle locale. Et à mon sens, ça demande une vision claire, une stratégie adaptée à son territoire, à son marché et à ses propres aspirations. Le premier point, celui-ci, il est commun à toutes les activités, qu'elles soient locales ou pas. Le plus important, vraiment fondamental, c'est de poser les bases, d'essayer en amont, avant même de parler d'offres, avant même de parler de rentabilité, de créer un équilibre entre sa vie pro, sa vie perso, bien connaître ses aspirations, ses contraintes, ses besoins, ses envies, sa vie rêvée aussi. Ensuite, c'est super important également de répondre à un besoin spécifique à son environnement, à sa localité, et y répondre de manière cohérente en termes d'accessibilité, de besoins, etc. C'est vraiment important de s'ancrer dans la réalité de son territoire, de sa localité, et voilà, de bien connaître les dynamiques du lieu. Ensuite, ça c'est mon point préféré, donc il va prendre un peu de temps. Faire connaître son projet. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Première étape, c'est hyper important. On a parlé du pitch, il y a eu le petit exercice sur le pitch. Ça, c'est ultra important d'avoir un speech, un pitch, un argumentaire de vente, etc. Hyper clair, mais hyper simple. En fait, qui donne un aperçu de votre travail, que la personne en face, peu importe d'où elle vient, ce qu'elle connaît ou pas, elle puisse comprendre directement ce que vous faites dans la globalité, en tout cas au début. Et pareil pour les visuels, se constituer des petits visuels que vous allez pouvoir envoyer, que vous allez pouvoir donner, etc., mais qui sont le plus simples possible, qui donnent un aperçu visuel et écrit. Et ensuite, prospecter. Et quand je dis prospecter, c'est vraiment ne pas hésiter à taper à toutes les portes, aller vraiment à la rencontre des gens, aller leur parler de votre projet. De toute façon, s'ils ne veulent pas vous écouter, ils vous diront « Non, j'ai pas le temps pour toi, désolé ». Et c'est pas grave. Dans tous les cas, la graine, elle est plantée, parce que vous aurez dit le nom de votre entreprise, votre future entreprise, vous aurez au moins dit peut-être le début de votre pitch, et voilà, la graine est plantée, on ne sait jamais, c'est peut-être des gens qui peuvent revenir vers vous après, dans les mois, les années à venir. Ça peut commencer par votre réseau élargi, etc. Et allez parler à tout le monde, même si vous n'avez pas forcément de questions à leur poser. J'ai une petite anecdote que je vous raconterai juste un petit peu après, mais quand je dis aller parler à tout le monde, il y a aussi des personnes qui sont un peu plus stratégiques que d'autres, évidemment. Et quand on crée une activité à l'échelle locale, je trouve que c'est hyper important d'aller parler aux acteurs locaux, évidemment à votre commune, même si ils vont peut-être pas profiter de votre offre, selon votre offre, mais allez parler à votre commune, faites-vous connaître. Et quand je dis acteurs locaux, j'inclus également les politiciens du coin. Alors, même si vous n'avez pas les mêmes opinions qu'eux, vous avez quand même une mission commune, c'est de développer le territoire, dynamiser votre territoire. Et c'est important qu'ils entendent parler du projet, avant que ça ouvre, enfin vraiment quand vous commencez votre prospection. Et même si vous n'avez rien à leur demander, et c'est là où j'arrive à la petite anecdote, c'est que quand j'ai prospecté, j'ai fait comme les subventions, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai parlé à tout le monde de mon projet, et j'ai contacté un politicien de là où j'habite, pas très loin. Et je me suis dit, bah voilà, je vais lui envoyer le mail, il va sûrement le lire ou pas le lire, son assistante va le lire, peut-être pas, puis voilà, c'est tout. Finalement, ils m'ont proposé un rendez-vous que j'ai accepté. Et donc je vais à ce rendez-vous.
je m'installe, son assistante m'installe dans la salle d'attente. Et là, j'ai un petit moment de panique parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à lui demander. Il va trouver super étrange que je lui dise « Salut, moi c'est Lucie, je fais un bar ambulant. » Voilà. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je lui ai rien demandé, mais il m'a apporté des solutions. Il m'a écouté, je lui ai fait mon pitch. Il a bien aimé. Et puis, finalement, grâce à lui, j'ai signé un événement avec 150, 200 personnes, je crois. J'ai eu un article dans la presse locale supplémentaire, dans un magazine, et il m'a renvoyé vers un organisme qui aide les entrepreneurs. C'est un organisme avec lequel je suis encore en contact aujourd'hui et qui m'apporte des fois des événements, ou voilà, si j'ai besoin de conseils, etc. Je sais que je peux compter sur eux. Donc finalement, j'avais rien à demander, mais ça m'a vachement apporté. Et je voulais vous raconter cette anecdote vraiment pour vous dire que même si vous avez peur, il faut vraiment y aller, il faut vraiment essayer d'aller voir les gens, leur raconter votre projet. Et ce que j'ai fait pour commencer à remplir la tournée, donc j'ai utilisé mon petit pitch et mes visuels. Je les ai envoyés aux communes dans lesquelles je voulais me rendre par email. Je savais qu'ils n'allaient pas répondre à mon email, mais que potentiellement ils allaient le lire. Et 10 jours après, je les contactais par téléphone et je leur demandais un rendez-vous. La plupart ont accepté et en fait, quand on arrive au point du rendez-vous, c'est quasiment gagné. Parce qu'ils ont déjà eu vos visuels, ils ont déjà eu votre échange par téléphone, ils ont eu votre pitch, etc. Ils ont commencé à se mettre le projet en tête. Et s'ils acceptent à ce moment-là de passer du temps avec vous pour éventuellement collaborer par la suite, je ne dirais pas que c'est gagné à 100%, mais on est en bonne voie quand même. Donc c'est comme ça que j'ai rempli 50% de la tournée à peu près, en prospectant. Et après, je suis passée aux médias locaux. Et ça, je vous conseille vraiment beaucoup de lister tous les médias locaux, radio, télé, papier, que ce soit journaux, magazines, peu importe. Listez-les tous et contactez-les pour qu'ils parlent de votre projet. Eux, ils seront super contents d'avoir des sujets qui tombent comme ça. Et ça peut être un levier énorme pour votre activité. Pour vous donner un chiffre, comme je vous l'ai dit, j'ai rempli 50% de la tournée en prospectant, en démarchant. Et 50% du reste de la tournée grâce aux médias, parce qu'après, ça a été les communes, les associations locales qui sont venues me demander de venir dans les villages. Et depuis l'ouverture, je n'ai plus jamais prospecté pour pouvoir aller dans les villages. Et aujourd'hui, je refuse un village par semaine, je pense, parce que je ne peux pas tout faire. Si vous voulez lancer un bar ambulant, allez-y, parce qu'il y a de quoi faire. Donc vraiment super important, les médias, j'insiste vraiment sur ce point-là. Et ensuite, je dirais qu'il faut vraiment s'adapter à sa cible pour communiquer. Il faut que ça soit cohérent avec ce que vous proposez. Et par exemple, dans mon cas, je ne pourrais pas me fixer un seul canal de communication parce qu'en fait, ça parlerait qu'à une catégorie de personnes, une tranche d'âge. Et mon projet, il touche tout le monde. J'ai des familles avec des jeunes enfants, j'ai des groupes de potes qui ont 18-20 ans, jusqu'à des personnes âgées. J'ai vraiment tous les âges. Et il n'y a pas un âge qui revient plus. C'est vraiment très, très mix. Donc, ma communication, elle passe évidemment par les réseaux sociaux. Peu importe votre activité, c'est hyper important. De bien les soigner, d'être clair aussi, encore une fois, dans vos visuels, etc. Et elle passe aussi par du papier. Alors, je vous l'ai dit, il y a les médias, ça en fait partie. Mais le fameux petit flyer dans les boîtes aux lettres, ça, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est un petit peu contraignant. Mais pour le coup, le papier, au moins, ça touche tout le monde. Donc voilà, je sais que des fois, on a tendance à dire vraiment focus au début sur un seul canal, etc. Et moi, j'enverrais valser ça quand il s'agit d'une activité locale. En tout cas, ça dépend de votre offre. Mais voilà. Et évidemment, dès que vous le pouvez, testez votre projet sur le terrain. Essayez d'avoir des retours, essayez de voir comment ça prend, d'avoir vraiment des retours constructifs pour peut-être adapter votre offre par la suite, etc. Mais le faire assez rapidement. Donc voilà, ça c'est la méthode que j'ai utilisée pour faire connaître mon projet. Et comme je vous l'ai dit, finalement, j'ai assez peu prospecté. Je sais dans la salle qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout prospecter. Donc vous voyez, on peut le faire un petit peu et pas tant que ça. Et ensuite,
évidemment, avoir confiance en son projet et savoir parler de son projet avec confiance. Ça paraît super facile à dire, je sais bien. Mais ma méthode pour être à l'aise, pour parler de mon projet et essayer de convaincre, parce que moi je suis convaincue en mon projet, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais dans cette période de prospection, j'essayais de me mettre dans une visualisation d'un futur plus ou moins proche où mon activité, elle roule. Je me paye correctement, mes clients sont contents, ça roule très bien. Et donc j'essayais vraiment de visualiser ça au quotidien et de me mettre vraiment dans cet état d'esprit positif où moi je sais que mon projet, il va fonctionner. Vous faites ça, vous parlez souvent de votre projet et finalement il va se passer un truc au bout d'un moment, c'est que vous allez avoir confiance en votre projet, ça vous viendra tout naturellement, vous allez avoir une certitude, un enthousiasme qui est hyper communicatif pour les personnes en face. Par contre, attention, je ne vous dis pas de mentir à votre audience et dire que ça marche déjà très très bien, que vous payez très très bien, etc. Mais en tout cas, essayez vraiment de visualiser, d'être dans un mindset positif et ça, la confiance viendra au fur et à mesure en parlant. Et enfin, 3 mots assez importants, simplicité, régularité et qualité. Pour moi, c'est vraiment des piliers à toujours retenir, à toujours y faire attention, peu importe que ce soit pendant la création, en cours d'activité, en développement. Simplicité, je dirais que c'est presque le plus important des 3. Peu importe ce que vous faites, que vous ayez une décision stratégique à faire, des visuels pour votre com, pour vous créer une carte, vous choisissez vos produits, vous choisissez votre offre, le nombre d'offres, peu importe ce que vous faites, c'est toujours la solution la plus simple qu'il faut prendre. Ça sera utile par la suite parce que peut-être que ça pourra vous éviter une certaine surcharge, même en ayant des solutions tout le temps très simples, c'est possible qu'il y ait de la surcharge à cause de d'autres soucis. Mais en tout cas, voilà, quand il y a 2 choix, toujours prendre le plus simple. Ça vous allégera. Ensuite, régularité et je dirais surtout constance dans les produits que vous proposez, dans la façon dont vous les présentez, dans votre posture de chef d'entreprise, dans la façon dont vous vous organisez, etc. Et enfin, évidemment, qualité, et donc je lirai les 2, régularité dans la qualité, parce que quand on se lance, on a tendance à faire hyper attention aux petits détails, à ce que vraiment notre offre, elle soit, ou notre produit soit vraiment presque parfaite. On fait très attention à ça, et puis après, il y a le quotidien, et il y a plein de trucs qui se passent, et des fois, on a un peu la tête ailleurs, et dans certaines entreprises, c'est vrai que ça a tendance à réduire la qualité. C'est pas une généralité, mais ça peut arriver vite et on peut vite ne plus y prêter attention sans même s'en rendre compte. Donc vraiment essayer de revenir à ça et de faire assez attention à comment on propose nos offres et nos produits. Et donc à mon sens, ça peut mener une entreprise locale vers la stabilité, la clarté et la confiance des clients. Et j'ajouterai également que la qualité de votre service, de votre posture, etc., ça va donner confiance de venir, mais ça va aussi donner confiance à vos clients de revenir. Ça fera parler de vous en bien, etc. Et avant de passer à la conclusion, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur les commerçants ambulants, parce que c'est quand même mon domaine. Et donc, je me suis posé une question. Est-ce que les commerçants ambulants, c'est une réponse pertinente aujourd'hui aux défis que rencontre la ruralité? Bon, vous imaginez bien que je vais dire oui. Pour moi, en matière d'accès aux services et de commodité, c'est une des solutions les plus logiques aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un modèle écologique adapté aux besoins actuels. En effet, c'est le commerçant qui se rend vers ses clients et non pas les clients qui habitent dans des milieux peut-être des fois un peu isolés, qui prennent leur voiture séparément pour aller vers une prestation ou un produit. Là, il n'y a qu'une seule personne qui se déplace et normalement, ils viennent à pied. Ils ne respectent pas tout le temps ça, les clients, mais au moins, ils font moins de trajets. C'est un modèle économiquement viable en milieu rural. Je ne dis pas qu'avoir une activité fixe en ruralité, ce n'est pas viable. Par contre, par exemple dans mon cas, avoir un bar avec un local en ruralité où je sais que potentiellement dans un village, je vais toucher beaucoup moins de monde que si moi je vais vers les personnes dans plusieurs villages,
ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je sais, dans mon cas, encore une fois, que j'aurais pas pu me payer la première année, etc. C'est quand même beaucoup plus lourd. Et évidemment, on l'a vu par rapport notamment aux réactions que j'ai sur la terrasse, à cette mixité, aux retours que j'ai de mes clients, que c'est un levier de dynamisation des territoires ruraux aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai parlé de mon échec, mon préféré, de mes rebonds, de mon parcours, des commerces ambulants, et à quel point c'est important pour moi d'accompagner d'autres personnes à faire ça, avec leurs valeurs, leur personnalité. Mais il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez. Je dirais que développer un projet local, c'est comprendre les enjeux d'un territoire, répondre aux besoins d'une communauté et y mettre du sens à chaque étape, que ce soit les étapes de création, l'ouverture, le développement. Et ensuite, ce n'est pas l'échec qui définit votre projet, mais bien la manière dont vous choisissez de rebondir et de réajuster vos rêves, votre projet. Et enfin, croyez en votre projet, même s'il est atypique. Voilà. Merci. On n'entend rien là. Oh, oh. Oh, ouais. Merci Lucie. Et merci à tous, merci aux écopreneurs de m'avoir fait confiance. Super, super intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conf? Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a quelques retours assez rapides? Parce qu'il nous reste un petit peu de temps encore, mais peu pour aller manger ensuite. Yes. Est-ce que tu vois ce type d'activité aussi pour tout ce qui est bien-être, hein? Je crois qu'il y avait un projet sur les médecins ambulants. Hein. Oui. Honnêtement, je pense que le commerce ambulant peut répondre... on dit commerce, mais ce n'est pas forcément que des commerces, ça peut être des prestations de services. Ça répond à plein de demandes. Donc oui, dans le milieu administratif, bien-être, santé, il y a beaucoup d'activités finalement qui pourraient être faites en ambulant. Ça, c'est sûr. Il y a Audrey derrière. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation ou de l'accompagnement que tu fais? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que pour le coaching que tu... Alors, c'est en visio pour le moment. Et d'ailleurs, je voulais le dire et je ne l'ai pas dit, mais je vais lancer une formation en septembre. Voilà, donc ce sera une formation en autonomie avec des coachings communs. Par contre, les accompagnements, c'est vraiment visio avec un suivi entre les séances, etc. On pose des objectifs pour chaque séance, mais le gros du travail est à faire entre les séances. Il y a plein de mains levées là. Ah, bon. Moi, c'est Audrey. Alors, ton projet m'a beaucoup parlé. Et j'avais comme question, est-ce que tu penses que c'est faisable si on n'a jamais été ni serveur, ni barman, ni... qu'on n'a pas ces compétences-là? Si ça peut te rassurer, les personnes que j'accompagne qui font du bar ou du café ambulant, par exemple, ils ne viennent pas du tout de la restauration. Et j'ai d'autres collègues qui se sont bien plus développés que moi, qui ont une franchise aujourd'hui, par exemple, qui ne venaient pas non plus. Après, ça peut être bien de faire, faut avoir envie, mais des extras dans quelques établissements. Mais bon, si tu n'as jamais fait ça, ça va être galère les premiers temps, tu vas faire des erreurs, mais ça s'apprend vite, c'est pas un métier difficile. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme ou d'une certification? Il y a des formations obligatoires, mais peu importe que tu aies travaillé ou pas dans la restauration. Par contre, tu n'as pas besoin d'avoir des études, tu vois, un diplôme dans la restauration ou autre. Hein. Il y a pas de, c'est pas une activité qualifiée. Allez, on prend une dernière question et après, vous aurez tout le loisir de croiser encore Lucie dans la journée. Alors, moi, j'ai une question sur la partie formation, parce que dans le cadre de mon activité, je pense que j'aurai aussi une partie formation. Je voulais savoir que si, quand tu es devenue formatrice, tu as dû faire des démarches particulières administratives pour être agréée, formatrice, auprès, je sais pas. Non, aucune. Moi, je suis pas agréée. Après, je donne pas d'informations, par exemple, sur, je sais pas moi, les statuts, la compta, ce genre de choses. C'est vraiment sur la méthode pour créer un commerce ambulant. Donc, j'ai pas de certification par rapport à ça. Je voulais dire un truc et puis ça m'est sorti de la tête. Mais non, j'en ai pas eu forcément besoin, en fait. C'est pas obligatoire que ça soit par rapport à l'URSSAF? Alors, c'est obligatoire quand tu te dis formatrice. Oui.
Mais moi, je suis pas formatrice. J'accompagne les gens dans leurs projets, histoire qu'ils aient pas plein d'idées en tête et qu'ils soient tout perdus. Mais je suis pas formatrice de métier. Je transmets juste comment j'ai fait moi. D'accord. Nous, on a été organisme de formation C'est certifié. ça, je voulais dire. Ouais. On a dû souscrire à cela parce que on voulait bénéficier de ce qu'on appelle les fonds OPCO, c'est-à-dire les fonds divers et variés qui, selon les catégories professionnelles, te permettent de faire financer ta formation. Mais à partir du moment où tu es en financement personnel, privé, propre, tu n'as pas besoin de choses particulières, si ce n'est d'avoir l'expérience d'avoir traversé auparavant l'aventure, c'est ce que tu fais. Et moi, c'est ce que je trouve chouette. On peut parler aussi de Laetitia qui a envie de transmettre aussi, de Lucie. Un premier projet vous permet de tester le modèle, etc., d'avoir déjà un premier impact. Et ensuite, il y a le deuxième niveau d'impact, celui aussi auquel on est avec Écopreneur, qui est celui de maintenant j'ai fait quelque chose qui est probant, je vais l'enseigner aux autres à mon tour. Et là, on prend une autre dimension encore dans notre impact, dans notre parcours entrepreneurial, et c'est top. Un grand bravo à toi, Lucie. Merci. Papa et maman peuvent être fiers. Bravo à eux. Et on te souhaite une très bonne route dans la continuité de ta caravane. Une très bonne route. C'est sympa. Sympa le symbole. Hein, c'est le bon mot. Merci encore à toi. On se retrouve à 14h. Et d'ailleurs, je voudrais un double applaudissement parce que c'était ta première conf, je crois, non ? Première conférence, messieurs, dames, quand même. Hein, oh. C'est quand même solide. 14h. 14h dans la salle, messieurs, dames. On continue le parcours de ce week-end. J'espère que ça vous plaît. Ça vous plaît ou pas? Vous êtes heureux? On aime ça. C'est bien, c'est cool. Allez, mangez bien. On se retrouve tout à l'heure.